Bonsoir à tous. Plusieurs incertitudes ont plané sur cette année 2022. Malheureusement, certaines sont devenues des certitudes. L'une d'entre elles demeure une préoccupation pour de nombreux pays. La hausse généralisée des prix, notamment dans le domaine de l'alimentation, de l'énergie, mais aussi des biens manufacturés, a favorisé une baisse du pouvoir d'achat des populations. Lors d'une récente étude Ipsos réalisée dans 33 pays, en moyenne, 75% des personnes interrogées d'octobre à novembre 2021 pensaient que les prix augmenteraient plus vite que leur salaire en 2022. Au-delà de cette moyenne internationale, les personnes interrogées faisant partie de plusieurs économies développées, comme la France, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne, partageaient cette opinion. C'est en Russie que le pourcentage de personnes pessimistes quant à l'évolution du pouvoir d'achat était le plus élevé, soit 88%, alors que pour les autres pays que j'ai cités précédemment, on était aux alentours de 78, 79, jusqu'à 81%. À l'inverse, les Chinois et les Japonais semblaient moins préoccupés par l'impact de la hausse des prix. Seuls, respectivement 46% et 33% estimaient qu'il augmenterait plus vite que les revenus dans leur pays en 2022. Par ailleurs, en avril dernier, selon la dernière édition de l'Observatoire de l'inflation du magazine 60 millions de consommateurs, les produits dont les prix ont le plus augmenté sur un an et jusqu'à mars 2022 sont les pâtes, les viandes surgelées, les huiles végétales, le café et les légumes en conserve. Qu'en est-il réellement pour nous, Guadeloupéens? Nos invités auront à répondre à cette question. Notre pouvoir d'achat diminue au fil des crises. L'heure est-elle au sacrifice? Notre pouvoir d'achat diminue au fil des crises. L'heure est-elle au sacrifice? Sur le plateau ce soir, nous aurons certainement trois invités. Raymond Otto, qui est sociologue, anthropologue, Evita Chevrier, avocate, et Samuel Damo, chef d'entreprise. Alors, nous avons pour l'instant un invité sur ce plateau, Raymond Otto, mais nous avons voulu débuter cette émission puisque il nous faudra un petit peu plus de temps pour vous donner la parole. Vous êtes nombreux à dire que vous n'avez pas la possibilité d'intervenir au sein de cette émission. Donc, nous débutons pour pouvoir vous donner un petit peu plus de temps au niveau des appels. Alors, Raymond, merci d'être sur ce plateau. Tout d'abord, nous allons planter le décor. C'est quoi le pouvoir d'achat? Une définition simple, parce qu'on parle beaucoup du pouvoir d'achat, mais il faut vraiment identifier ce que c'est. Bonsoir Evelyse, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Alors, une définition simple, mon Dieu, du pouvoir d'achat. Comme son nom l'indique, c'est un indice qui vous permet de pouvoir faire l'acquisition d'un panier, ce qu'on appelle le panier de la ménagère. Bon, chez nous, est-ce qu'on peut parler de crise? Parce que chez nous, c'est une organisation, nous sommes un territoire qui aura toujours été constitué comme étant le comptoir de la France et de l'Europe. Donc, en fait, la crise chez nous n'existe pas. Elle est permanente. Elle est structurelle, elle n'est pas conjoncturelle. Donc, à la rigueur... C'est quand même une crise. Non. Lorsque vous voyez qu'on est capable de diminuer l'essence en France et qu'en Guadeloupe, effectivement, on l'augmente pour la diminuer, donc elle augmente, non. C'est une arnaque. C'est pas la même chose. Ah, donc, chez nous, il n'y a pas de crise, il y a des arnaques. C'est une arnaque puisque nous, on est dans une crise depuis la création de ce territoire. Elle a été renforcée avec la départementalisation dont personne ne veut faire l'évaluation. Et aujourd'hui, on essaie de nous faire croire qu'en fait, il se pourrait qu'il y ait un équilibre des prix entre ici et le national, mais tout le monde sait que c'est faux, c'est pas possible. Comment voulez-vous qu'un pays qui est déjà, comme la France, qui est paupérisé, hein, la France, c'est l'ombre d'elle-même, avec un déficit qui est abyssal. Parmi les pays d'Europe, c'est elle qui a le plus gros déficit, des pères fondateurs de l'Europe, on va dire, pour être précis. Pourtant classé
15e au niveau du pouvoir d'achat. Ça, c'est de la poudre aux yeux. On fait dire Sur 42 pays classés 15e. on fait dire aux chiffres ce qu'on veut. C'est comme, en fait, on fait croire aux gens que le pétrole sort d'Europe pour arriver chez nous. Non, bassin caribéen. Donc, on est déjà habitué avec ces arnaques. Donc, concrètement, pour moi, aujourd'hui, ce qui est intéressant à dire par rapport au pouvoir d'achat, c'est que la France a réussi à créer une société où les consommateurs, en créant le concept de consommateur, ben, ils n'ont pas les moyens de consommer. Ça, depuis des années. On parle de nous, mais s'il faut revenir sur le national, vous avez des gens qui mangent de la viande une fois ou deux fois la semaine. Donc, en fait, on a un niveau de pauvreté qui est tel en France qu'on essaie de masquer, toujours. Mais je veux dire que nous n'allons pas souffrir plus qu'eux parce que nous avons au moins cette possibilité, c'est qu'on est un pays tropical et donc on peut récupérer autrement que les produits dérivés du blé. On a nos ignames, on a notre fruit à pain, on a un certain nombre de choses. Et même si je réponds à ta question avant que tu me la poses, pour moi, nous subirons moins la crise qui est en train d'être faite parce que... Alors, avant d'arriver jusque-là... Je finis juste mon propos pour Oui. toi et pour les téléspectateurs. En fait, aujourd'hui, nous sommes dans une crise d'un système qui a été mis en place à la fin des années 60, c'est-à-dire la spécialisation des pays. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a une petite guerre en Ukraine, rien du tout, un petit truc tout sympa, sauf que l'Ukraine, c'est le plus gros producteur d'huile et de blé. Donc, ce qui fait, en fait, il affame tout le monde en une fois. Avant, effectivement, chaque pays faisait ses cultures propres. Et on a eu quelque chose que j'aime bien citer, qui est l'organisation de l'agriculture en Europe, où on a spécialisé les pays. Chaque pays a décidé, je vais faire ci, je ne vais pas concurrencer mon voisin sur ça, et ainsi de suite. Aujourd'hui, cette guerre russo-ukraine qui cache autre chose, nous montre effectivement les limites de la spécialisation des territoires. Ouais. Mais s'il fallait regarder les États-Unis, il y a une chose qu'il faut que les gens sachent. Chaque année, le gouvernement américain, enfin le gouvernement fédéral, dépense des millions de dollars pour justement compenser les pertes que les gens ont en surproduction. Alors nous y arriverons tout à l'heure, puisque on parle de l'huile, mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est en pénurie d'huile ici en Guadeloupe. Non. Donc on y reviendra, mais j'aimerais juste donner une définition simple que j'ai trouvée du pouvoir d'achat. Donc, le pouvoir d'achat correspond à la quantité de biens et de services qu'un revenu permet d'acheter. Le pouvoir d'achat dépend alors du niveau du revenu et du niveau des prix. Des prix, oui. D'accord? Donc, l'évolution du pouvoir d'achat correspond donc à la différence entre l'évolution des revenus des ménages et l'évolution des prix. Donc, voilà. Donc, en fait, il n'a pas cessé de diminuer en France. Pour dire les choses simplement. Sur le même process que nous, c'est-à-dire avant, lorsque vous prenez la France des années 70, où les gens avaient leur marché, ils avaient un certain nombre de choses. Donc, ils avaient un certain nombre de biens dont ils ne faisaient pas l'acquisition dans les supermarchés. Et c'est important aujourd'hui de corréler le fameux panier de la ménagère dont on parle, donc c'est-à-dire qu'il y ait l'équation entre le salaire que vous avez et un volume moyen de biens dont vous pouvez faire l'acquisition. Sauf que lorsque vous enlevez la partie qu'on cultivait, la partie qu'on récupérait en solidarité, ben, ce panier il va diminuer puisque aujourd'hui, tout le monde fait la même chose. Les gens vont faire leurs courses dans des supermarchés, dans des hypermarchés. Donc forcément, la demande de biens classiques va se retrouver corrélée avec l'offre qui se trouve dans ces fameux supermarchés, que ce soit en frais ou en faux frais de légumes. Et qui fait qu'aujourd'hui, oui, il y a une pénurie qui est annoncée, mais elle est annoncée parce que pendant longtemps, on a spéculé sur le fait que cette manière de s'alimenter allait subodorer toutes les crises liées à l'agriculture. On se rend compte que c'est faux. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut quand même dire que nous vivons des moments difficiles? Est-ce qu'on peut se dire, puisque bon, c'est vrai que selon certains économistes, on va se dire que certains disent oui, il y a une crise, il y a une baisse du pouvoir d'achat. D'autres disent pas vraiment, puisqu'on peut s'attendre à une relance économique. Alors, c'est vrai que chacun essaye de se positionner, mais concrètement, aujourd'hui, en Guadeloupe, est-ce qu'on peut dire que le pouvoir d'achat des Guadeloupéens
a diminué. Nous n'entrons déjà pas dans les crises, mais est-ce qu'on peut dire cela? Alors, je vais rajouter juste un élément dans mon analyse. Une crise a un début et une fin. Et chez nous, ça n'a ni début ni fin. On est dans un continuum. C'est-à-dire que les crises se réhabillent, mais elles sont accentuées par moments. S'il faut que je fasse une analyse de 2009 à aujourd'hui, on a plus perdu et le panier de la ménagère a été réduit comme une peau de chagrin, puisque les prix ont augmenté. Quelles sont les causes? Ben, les causes, on les connaît. C'est que la plupart de... Moi, j'aime bien donner ce chiffre-là. Avant 75, on n'importait que 2 à 4% de produits manufacturés. Après 76, on est passé à 87%. Donc, on a eu la création de toutes les grandes surfaces que nous avons aujourd'hui, à peu près en termes d'espace. Et donc, forcément, si vous importez plus que vous ne produisez, ça ne peut pas marcher. La deuxième chose, c'est que les terres qui étaient consacrées à l'agriculture ont progressivement été consacrées à l'habitat, à la résidence. On perd chaque année à peu près 1000 hectares de terre. Et donc, forcément, si on perd 1000 hectares de terre, c'est toutes ces choses-là qu'on ne peut pas faire. Nous aussi, culturellement, on a toujours pensé que les gens qui travaillaient la terre, c'était les gens qui avaient raté leur vie. Et donc, ce n'est que maintenant qu'on est en train de revaloriser l'agriculture. Nous, on ne subira pas de la même manière que les pays continentaux si on décide. Et j'ai vu qu'il y avait un certain nombre d'initiatives, et je souligne ce que l'association Agapé a fait récemment en menant une réflexion pendant une semaine. On peut réfléchir sur les actions que mènent la plupart des professionnels que vous recevez régulièrement ici. Madame Aubertin dans ses réflexions, Madame Zozio, Henri Joseph. Donc, en fait, il y a quand même une impulsion qui est mise qui nous permettra de réinvestir l'agriculture et d'être non pas en autosuffisance alimentaire, ça ne va pas être possible puisqu'il va nous falloir une génération, mais ne serait-ce que réduire l'impact. Oui, mais là, nous parlons des aliments, de se nourrir, mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'évolution des choses, tout augmente. Ben, ce sont les véhicules, exactement, donc ce sont les véhicules. Ce sont aussi les loisirs. Hein. Un billet d'avion aujourd'hui n'est pas à la portée de tous. Oui, mais Madame Boissé, je ne suis pas le bon client pour ça. Moi, je dis qu'il faut que les gens restent chez eux. Comme ça évitera qu'ils aillent embêter les gens chez eux. Donc, l'histoire de l'avion, ça ne m'intéresse pas, ni le bateau. Alors, je vais faire une digression pendant que M. Damno s'installe. Comme ça, en fait, il sera déjà en forme pour répondre. Tu vas bien. Et il y a un discours qui m'a fait sourire, mais je vous dis ça et on ferme la parenthèse. Et j'entendais un grand discours sur l'écologie et un jour, j'ai dit à un ami qui est écologue, hein, je lui ai dit, ça me fait rire toutes ces conneries. Puis en fait, un paquebot qui est en stock là, pendant 1 heure, 2 heures, voire même une demi-journée, c'est 100 000 voitures. Donc, lorsqu'on me demande effectivement, moi, de réduire mon activité voiture et qu'on fait venir des paquebots qui passent 1 journée, 2 journées, moteur tournant sur mon port, où est l'empreinte carbone que je gagne? Donc, il y a des arnaques un peu partout intellectuellement. Et pour revenir à l'essence de la question, il nous faudra, ne serait-ce que sur une décennie, commencer à poser réellement les jalons de ces correctifs. L'organisation du transport, si possible pas en zone humide, puisqu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas très fort dans les zones humides. Oui, là, on avance déjà les solutions, Raymond, et c'est bien, hein, parce qu'il va falloir les avancer au niveau de ces jardins pays, etc. Mais pour vraiment poser les choses, il y a quand même une réalité, et je vais y arriver avec Samuel, il y a une réalité. Tout a augmenté. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement les produits alimentaires comme on a cité, on se rend compte le prix des médicaments, des véhicules, c'est tout qui a augmenté. Donc, quand on se dit, oui, on va essayer de faire en sorte que, bon, chacun puisse avoir chez lui un fruit à pain ou autre chose, mais on n'a vu qu'une partie des choses, mais tout le reste qui a augmenté, comment faire? Et Samuel nous donnera son avis dessus. Et j'aimerais redonner le thème, il le connaît, mais le donner quand même.
notre pouvoir d'achat diminue au fil des crises, l'heure est-elle au sacrifice? Alors, j'aimerais aussi parler d'un rapport que j'avais vu il y a quelques mois de cela, où les Français faisaient des économies sur les dépenses de santé. Ça fait déjà plus de 15 ans. C'est quand même, mais plus de 15 ans, mais on a l'impression qu'au fur et à mesure, il y a un accroissement des choses et voilà. Donc Samuel, nous essaierons de voir avec vous quel est votre avis sur la chose, sur ce pouvoir d'achat qui diminue comme peau de chagrin, on va le dire. Alors, je vais répondre et après, je laisse à Samuel le soin d'introduire sa partie. Concernant les médicaments, pour moi, c'est une chance qu'elles augmentent, ou qu'ils augmentent, pardon. Pourquoi je dis que toutes ces augmentations sont justement cette partie superficielle de nos vies? Il n'y a pas si longtemps, on était une société de prévention. Et il ne faut pas l'oublier, on savait très bien préserver notre santé parce que justement, on consommait des produits à courte durée, c'est-à-dire qu'on allait dans le jardin, qu'on les récupérait, on allait sur le marché, on les récupérait. On ne stockait pas dans du froid, lorsqu'on sait que le froid perd les nutriments d'un aliment. La deuxième chose, c'est que les produits manufacturés qu'on a commencé à consommer à la fin des années 70 nous a rendus malades aujourd'hui. Donc, quelque part, pour moi, c'est une crise qui est bénéfique. Ça veut dire que définitivement, les gens vont prendre conscience que ce qu'ils mangent les tue. Et qu'en final de compte, le lobby industriel, lui, il n'en a que faire, puisque ce qui va vous tuer, il sait pertinemment que le lobby pharmaceutique va le récupérer en médicament ou en placebo. Donc, de toute évidence, c'est gagnant-gagnant. Aujourd'hui, la réponse pour moi, c'est vraiment que les gens se disent, non pas je vais faire un jardin, c'est pas possible. On est à la 3e génération qui n'a jamais vu la terre, et on sera obligé de reformer les gens à planter l'or, les tuer, à faire toutes ces choses-là. Puisque ce qu'il y a de bien dans la modernité, c'est qu'entre 70 et aujourd'hui, on a déconstruit les gens. Donc, ils n'ont pas cette culture ni de surveiller la pluie, ni d'avoir des cultures de saison. Ils ne connaissent plus les saisons. D'accord? Samuel, merci de nous avoir rejoints. Bonsoir. Donc, je prends le débat en cours. Je suis en partie d'accord avec ce que dit Clément. Et c'est vrai qu'avec notre pouvoir d'achat diminue au fil des crises, l'heure est-elle au sacrifice. Donc, je pense que la sortie de la crise de la pandémie conjuguée à la guerre en Europe aujourd'hui, effectivement, les ménages sont menacés. Les ménages sont menacés dans leurs besoins vitaux même, comme se nourrir, se loger, se déplacer. Enfin, j'ai envie de dire, c'est la pyramide de Maslow qui s'écroule à la base. Oui. Voilà, voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y aura des coupes franches dans tout. D'ailleurs, le président de la République l'a compris. Ça a été l'un des axes même de sa campagne. Alors, est-ce que ça suffit? Non, ça ne va jamais suffire, puisque c'est très grave. C'est une sorte de fabrique de nouveaux pauvres. On est dans ce monde-là. Les plus riches ont continué à s'enrichir. Et les classes moyennes disparaissent de plus en plus parce qu'elles tendent à ça sera la classe pauvre. Voilà, elles deviennent... Voilà. Oui. Et aujourd'hui, parfois, il y a même... j'ai envie de dire, un calcul à faire, à se dire, est-ce qu'on reste dans la classe moyenne ou est-ce qu'on est complètement pauvre lorsqu'on ne peut pas être riche, puisque c'est encore plus dangereux dans la classe moyenne parce qu'on est vraiment pressurisé. On paye tout et on n'a droit à rien. Donc c'est parfois ces fameux quelques centaines d'euros qui vous séparent de la pauvreté, qui vous font croire que vous êtes dans une autre classe, mais en fait vous êtes complètement visé par tous les dispositifs, vous payez encore. Et forcément, c'est tout qui a augmenté. On le voit dans les supermarchés. C'est presque, la vie a pris presque 30% de plus dedans. Or, les salaires n'ont pas augmenté d'autant. Donc, on n'est pas obligé d'être un mathématicien pour savoir que forcément, il y a un effet de cisaillement. Ça va être dangereux. L'heure devient grave aujourd'hui. On devra changer notre façon même de consommer. Et aujourd'hui, c'est une prise, j'ai envie de dire, chaque personne doit se prendre en main. Et pas les États. Parce que les États sont de plus en plus puissants devant les multinationales. On a vu que les États n'ont pas les moyens de geler les prix. Non. Puisque les multinationales vous disent, moi j'achète l'acier à prix, l'acier est plus cher, le bois est plus cher, donc moi... Merci de dire ça, parce que les gens qui ont lancé un projet de construction ne pourront pas peut-être finir la construction. Oui. On est à ce point-là. Et aujourd'hui, même lorsque vous avez une commande, contrairement à ce que vous pensez, quand vous avez fait une commande ferme et que vous commandez un produit, si sur le marché le produit a augmenté, le fournisseur peut vous dire, je ne peux plus assurer ce prix-là. Oui, il répercute. Voilà.
Donc, c'est tout ça. Je pense qu'on est arrivé à une période qui est un peu... c'est vraiment ça, ce sont les effets d'après-crise. C'est-à-dire, lorsqu'une crise est passée, même quand les gens me disent, oui, mais même si on Alors arrête... certains disent, Même si on arrête... l'après-crise, c'est la relance. C'est jamais la relance, ce sont relance. les effets post-crise. D'ailleurs, même si on arrêtait la guerre aujourd'hui, vous arrêtez une guerre aujourd'hui, les champs ne vont pas repousser de sitôt qui ont été brûlés, qui ont été bombardés. Ça met un temps, il y a un cycle peut-être de 2-3 ans qu'on va passer un peu dans cette situation-là. Et on sait bien que les entreprises ne pourront pas à elles seules augmenter les salaires. Ce n'est pas vrai, même s'il y a certains politiques qui le disent, mais ce n'est pas possible Il n'y a aujourd'hui. que le BTP qui va être relancé avec les destructions. Enfin, on parle de l'Ukraine, mais il y a bien d'autres guerres qui sont en train de se dérouler sur le globe et qui ne nous intéressent pas parce qu'en fait, ces guerres-là ne sont pas politiquement correctes en termes de marketing. Donc, ce n'est pas des guerres sur lesquelles vous allez pouvoir flamber et pérorer. Donc, en fait, on nous focalise sur ça, sur l'Ukraine. Mais en finale de compte, aujourd'hui, parlons de la Guadeloupe, puisque c'est ça la question. Nous, on est obligé, comme toujours, de prendre notre destin. Nous sommes un comptoir, donc de toute manière, on est dans notre histoire, notre fonction première, c'est de recevoir les produits manufacturés des autres. Et c'est quelque chose qui a été très bien fait. Moi, je trouve toujours ingénieux lorsque une histoire est belle. C'est-à-dire aujourd'hui, avec l'aide des politiques, que par incompétence ou par compétence ou par détournement d'incompétence, on a un territoire qui est bloqué. Par détournement d'incompétence. Oui, j'expliquerai un autre jour, mais pas ce soir. On est sur un territoire qui est bloqué. Mais ce n'est pas un fait isolé. Vous allez à La Réunion, c'est le même système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut produire, ne serait-ce que pour nourrir cette société, les parcelles sont tellement morcelées qu'elles ne permettent pas une agriculture qui serait viable. Elle serait onéreuse. Et ce que vient de dire M. Damo, c'est vrai, il faudrait aujourd'hui que chaque individu essaie de revoir effectivement sa consommation. Alors, deuxième effet bénéfique, et j'en suis le premier, je pense que je vais être le premier à en bénéficier, c'est la perte de poids. Vous voyez comment je suis un beau bébé. Ben, après la crise, je pense effectivement que je serai sexy. Mais bon, pour toi, c'est raté, je suis déjà sexy. Donc, non, je dis ça avec humour pour que les gens puissent bien comprendre que ce que la France vit depuis des années et qu'on a essayé de masquer, chez nous, on a deux choix à faire. Soit on revient à un peu plus de sagesse en termes de consommation. De toute manière, on ne pourra plus aller dans les supermarchés parce qu'effectivement, le panier sera tellement réduit que vous pourrez aller avec une poche et ce n'est pas la peine de prendre un caddie. Mais la deuxième chose, il va falloir que nous augmentions en valeur ajoutée les expérimentations qui sont menées. Et je citais tout à l'heure la semaine et demie qu'avait organisée l'association Agapé sur la question justement de la transition alimentaire. J'ai vu que tu avais fait pas mal de reportages là-dessus. Ben, il faut que les gens soient sensibilisés qu'aujourd'hui, il va falloir effectivement retrouver les terres, non pas pour créer des belles maisons, c'est intéressant, mais en final, contre le béton, c'est indigeste. Il nous faut vraiment faire ça. Ça va être difficile, d'autant plus. Alors, comment faire le choix, comment concilier, je dirais même mieux, les deux, puisqu'il y a un besoin de logement et il y a aussi ce besoin pour s'alimenter. Donc, quel choix faire? Non, alors, je vais préciser mon propos lorsque je dis non. On n'a pas besoin de logement, d'accord? On a une culture qu'il faut qu'on change. C'est cette culture d'accumulation du construit. Il faut aujourd'hui qu'on libère des terres sur des parcelles où il y a des maisons, soit on les détruit, mais on ne peut plus. D'ailleurs, je crois que c'est dans cette émission que vous aviez fait avec Harry, une réflexion sur la maison individuelle et de dire aux gens que je suis désolé, mais on ne pourra plus construire de maison individuelle parce qu'il ne reste pas suffisamment de terre pour cela. Ça veut dire qu'il faut... Le foncier ne le permet pas. Faudra faire un choix. Oui, c'est bien. Faudra faire un choix, mais ce choix-là, il n'ira pas vers le logement, hein, qu'on soit au clair. La deuxième chose, on disait effectivement, on parlait tout à l'heure de toutes ces crises qu'on aura connues. Ben, celle de 2009, on ne l'a toujours pas résolue. Parce qu'elle va à l'encontre des intérêts de la France. Puisque ça veut dire qu'il faudrait que nous, on devienne effectivement raisonnable, qu'on ait une gestion idoine de nos établissements. Mais en fait, non. Ce qui a fait la force même de la crise qu'on vient de vivre, c'est parce que les gens géraient mal les structures.
y compris les associations. Ce qui fait que l'État avait un pied dans leur gorge. Puisque vous êtes de mauvais gestionnaires, donc vous ne pouvez pas dire que vous allez payer et gonfler votre estomac, vous êtes tout le temps en déficit. Et donc ça veut dire que cette crise-là qui est arrivée avec la pseudo-guerre d'Ukraine, elle va nécessairement obliger qu'on change de paradigme. Y compris pour les collectivités qui avaient l'habitude de bombarder de l'argent, à monter et descendre comme du poids rouge dans une cocotte minute. Ils vont devoir avoir une gestion saine et rigoureuse. Et je ne suis pas sûr qu'on aura effectivement des politiques qui vont vouloir faire de la politique, puisque si c'est rigoureux, c'est plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on met la main dans le pot de confiture. Hein. Et on est déjà habitué avec ça. Lorsque vous remontez depuis les 70 dernières années, il n'y a pas un seul président, et je pèse mes mots, de conseil régional ou de conseil général, donc départemental aujourd'hui, qui aura eu une politique qui va dans le sens de l'amélioration du pouvoir d'achat des Guadeloupéens. Il ne faut pas qu'on se Aucun. Jusqu'à nos jours. Mais ce n'est pas leur truc. Qui les met au pouvoir? C'est pas moi. Ce sont ceux qui ont besoin de plus de pouvoir d'achat. Ben, bien sûr. Mais au détriment de vous. On prend l'exemple d'une route accidentée. Ça va être un exemple que tout le monde va comprendre derrière son petit écran. Vous avez une route, on va prendre la N1. Je l'adore puisque ça fait plus de 23 ans que je la fais. J'ai vu ce soir, j'ai vu qu'ils ont mis l'accent sur les ristounes. C'est-à-dire que je pense qu'à la route de Guadeloupe, maintenant, il y a une section infirmerie. Lorsque vous savez le nombre de... Oui, oui, c'est de l'humour, mais on est obligé de faire ça. Lorsque vous savez la fréquence de voitures qui empruntent cette route, avec un à côté qui est dénivelé, donc en fait avec un sol qui bouge, avec des bas-côtés qui ne sont pas faits, ça vous fait que les gens qui descendent travailler à Bastère ou qui vont travailler à Petit-Bourg, qui est la nouvelle zone économique, peu importe là où vous sortez de Guadeloupe ou du Nord-Grande-Terre, vous arrivez là, ben, vous avez une crevaison, vous avez un amortisseur fatigué, vous avez. Je n'ai même pas parlé de l'essence. Je parle simplement de l'entretien du véhicule. Les gens ne se rendent pas compte quelle économie qu'il y a derrière une route qui est mal faite, mal foutue. Vous avez des pneus qui s'usent mal. Et donc, il y a toute une économie en dérive qui rapporte plus que si les routes étaient bien faites. La deuxième chose, j'ai entendu qu'il y avait une réflexion sur l'accidentologie en Guadeloupe. Mais les gens me font toujours rire. Commençons par avoir des routes éclairées. Commençons par avoir des routes qui n'ont pas de trous. Commençons par avoir des routes où régulièrement on taille l'herbe sur les à-côté. Ou lorsque vous posez un pneu, vous ne perdez pas le contrôle de votre... Commençons par avoir des routes qui ne s'inondent pas. Et après, on peut avoir une réflexion sur l'accidentologie en Guadeloupe. Il faut qu'on arrête effectivement de prendre les gens pour des noirs. Non, on a la capacité de réfléchir. Il faut qu'on arrête de prendre les gens pour des noirs. Ici, ils sont noirs. Non, noir, c'est une couleur. Ça n'a jamais été un peuple. Merci. Samuel. Alors, à ce stade du débat, moi, ce que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui, alors, se réinventer un monde, c'est vrai que Maslow lui-même part du principe qu'on ne passe à un besoin que lorsqu'on a satisfait le premier. Oui. Les besoins sont étagés. Oui. Et d'ailleurs, sans me faire taper sous les doigts, nos amis qui parlent de culture, puisque la culture est un besoin lorsque tout va déjà bien. Donc, j'entends mes amis bien parler de culture, mais lorsqu'un peuple parle de culture, c'est que certains problèmes sont au moins déjà réglés. Lorsqu'on a faim, on ne peut pas parler de culture. Lorsqu'on a faim, on ne peut pas parler. Voilà. C'est d'abord se nourrir. Et après, aujourd'hui, on a constaté quelque chose, et d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on en parle. Lorsqu'un jeune aujourd'hui commence à travailler en Guadeloupe, parce que le transport n'est pas organisé, il se trouve obligé d'acquérir un véhicule dès sa première année. Oui. Ce qui grève énormément son budget, puisque si vous avez un SMIC et que vous commencez à payer 200, 300, 400 euros pour un véhicule, quelque part, regardez ce qui vous reste. Mais parce que ça aurait pu se régler si les transports étaient plus organisés, du genre Pass Navigo en métropole, enfin en France métropolitaine, il y a ce système où vous venez, vous prenez, vous avez une carte au mois, et bien vous pouvez voyager partout dans le pays, Oui. parce que vous êtes quelqu'un, vous n'êtes pas... En fait, ici,
le transport devient une sorte de choix, alors que c'est quand même, ça fait partie des besoins vitaux, se déplacer. Désolé, oui. Se déplacer. Donc, tant qu'on ne règle pas ces problèmes-là, un jeune ne devrait jamais avoir acheté un véhicule dans les 2-3 premières années de son... C'est là qu'il peut capitaliser, se faire un capital pour pouvoir espérer fonder une famille, tout ça, parce que même la relation amoureuse arrive après tous ces besoins-là. Mais tu sais comme moi qu'il faut avoir un petit budget. Voilà, un budget, il faut avoir un budget. La Saint-Valentin. Voilà. Donc, c'est la réalité. Madame Boissé. On fait de ne pas savoir ça, Je ne sens pas concernée. mais c'est la réalité. L'amour coûte cher. L'amour coûte cher, l'amour a un prix. Donc, Non, mais il faut. attendez, On dit ça, le débat on l'a dit en souriant, mais c'est une réalité. Alors, il n'y a pas d'amour gratuit. De quoi? L'amour gratuit. Mais Madame Boissé. Non, mais vous ne pouvez pas vous occuper de quelqu'un si vous n'arrivez pas à vous occuper de vous-même. Mais non. Ah ben dis donc, on va faire un débat là-dessus. Et, Vous n'allez pas vouloir. On va faire un débat Moi, j'ai là-dessus. aucun Il y a souci des avec femmes ça. qui nous regardent. Et on va faire un débat là-dessus. Aujourd'hui, Aucune femme n'est gratuite. Non. Ah, j'ai pas dit, ça n'a pas été mon propos. À mon c'est avis. moi. C'est Raymond J'assume qui mes dit propos. aucune femme n'est gratuite. Non, je peux même argumenter pour toi rapidement. En fait, aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, c'est que ce qui était naturel aujourd'hui devient C'est-à-dire naturel, c'est-à-dire les relations humaines, c'est-à-dire se Les déplacer, absolument, les relations sociales. Alors on parlait d'amour. Hein. Oui, non, D'accord. j'en viens à ça. C'est-à-dire que les choses qui étaient basées sur, on va dire, aucun médium le bien matériel, d'accord? Aujourd'hui, oui, je parlais avec humour de la Saint-Valentin. Oui, si vous vivez avec quelqu'un ou vous commencez à vivre avec quelqu'un et que la Saint-Valentin arrive et que vous ne pouvez pas amener la personne, alors bien entendu, derrière le petit écran, il y a des femmes qui vont me maudire. Mais une fois qu'elles auront fini de me maudire, elles vont dire, ouais, mais en fait, il a raison. C'est cette espèce d'hypocrisie que nous aimons bien. Oui, mais pourquoi attendre la Saint-Valentin? Une femme, vous lui offrez un cadeau à n'importe quel moment. Mais, N'est-ce pas? Mais oui. Donc on ne va pas en fait, focaliser sur non, la Saint-Valentin. Non, en fait, vous argumentez ce que je suis en train de dire. On ne va pas focaliser sur En disant la que ça va coûter Saint-Valentin. encore plus cher. Non, un cadeau, on offre un cadeau. Je garde toujours cet exemple que j'ai déjà cité 2 fois dans cette émission de mon copain qui avait offert des amandes à son épouse. Et que la dame a babillé quand même si elle a mangé des amandes. En disant, est-ce que c'est ça et qu'à s'en moins? Mais en fait, c'est le geste. Parler de Maslow, moi je vais parler simplement de Marcel Mauss. Et c'est sur le don. Oui, aussi, on fait un peu de culture dans cette émission. Ça veut dire que dans le don, c'est pas la valeur du bien qui est importante dans le don. C'est le geste. Oui. Et on a oublié ça. Non. Lorsque vous dites à quelqu'un par amour, j'ai vu un beau poisson, je sais que tu as le poisson, j'ai acheté un poisson, là, chaque fois les gens vous disent, il faut un cuit-lit. Mais non, c'est pas... Faut pas généraliser. Moi, je n'aime C'est pas les ici qu'on a entendu généralités. ça. Je n'aime pas les généralités. Faut pas généraliser. Madame Quand on Boissy. dit ça, on a réduit la femme à quelqu'un Mais c'est pas, qui- on parlait pas de la femme. qui... Hein. Ah, ben oui, on Mais parlait non. de la femme. On a Ah oui. parlé de l'amour n'est pas gratuite. On a dit une femme, il faut. Donc, il me semble que j'ai bien entendu Oui, qu'on parlait de la femme. aujourd'hui, au regard de la société mercantile dans laquelle on vit, une femme va vous exiger un certain nombre de biens, ce qui est normal, puisqu'en final de compte, on n'est plus dans l'ancien temps. On n'est plus dans le temps chevaleresque. Aujourd'hui, si quelqu'un vient chez vous à cheval, vous mangez le cheval, hein? Je dis ça avec humour, mais c'est bien pour dire aujourd'hui qu'il faut vivre avec son temps et que personne ne peut dire effectivement être insensible au bien matériel. C'est là où je veux en venir en disant qu'une relation avec une femme aujourd'hui n'est pas gratuite. Vous allez devoir faire un certain Et une nombre de choses. relation avec un homme? Aussi, homme ou femme, peu importe. D'accord. Bon, on croit que dans notre société, on va toujours dans un seul sens. Hein? Ah On a oui. un problème Donc, avec les là, hommes. Là, on part encore sur un Non, autre non, non, volet. non, c'est pas une généralité. On ne peut pas avoir un problème sémantique avec les hommes en disant qu'ils sont de mauvais pères, de mauvais amants, de mauvais tout, et vouloir effectivement les récompenser. Regardez simplement la fête des pères. Tadam! Non, c'est dépassé, Raymond. On l'a je suis transformé dans la désolée. fête de la famille. Non, mais moi j'aime bien les digressions parce que c'est bien pour Non, compter. la fête les... des pères, non. Les pères sont Madame, gâtés autant que les Là, je mères. dis plus vite, je dis Madame Boissé, pour bien prendre le ton grave. Oui. On est dans une société orientée et il faut qu'on l'accepte. C'est pas une Donc injure, les c'est un hommes sont constat. malheureux, ils ne reçoivent pas de cadeaux. Est-ce que j'ai dit qu'ils sont Ils malheureux? ne reçoivent pas de cadeaux, on les délaisse, quoi. Enfin bon. Mais non, voilà, la mais- fête des pères, il n'y a même non. plus de fête des Et pères. Même Enfin, toi, bref. lorsque tu fais des reportages, tu t'es rendu à
on ne va pas nommer le nom de l'État. Et il y avait quoi? Deux, trois tendus qui disaient oui, je suis venu acheter des cadeaux pour mon mari. Tu te souviens de ce reportage que tu avais réalisé? Mais non, j'étais allée à un endroit où il n'y avait pas foule, c'est simplement ça. On ne peut pas se dire. Elle n'a pas trouvé où il y avait foule. Je n'ai pas choisi le bon endroit. Bon, Non, on moi, je regarde fera sur les images. une autre émission là-dessus parce que je pense que les Oui, c'est une téléspectateurs émission. Voilà, c'est un thème qui mérite C'est thème à cancan. Moi, je suis dedans. Dans le cancan ou dans le thème? Oui, le thème à cancan, c'est moi. Ah bon, d'accord. Parce que non, on ira argumentaire, contre-argumentaire. Il faut même inviter des femmes. Ah ben oui, J'ai forcément. aucun souci avec ça parce qu'en fait, on a cette difficulté qui est la nôtre de ne pas voir le réel. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, ça fait des années que dans ce pays-là qu'on mange mal, au sens propre comme au sens figuré. La question de la crise, on la connaît. 2009, c'était un point d'interrogation pour dire ça suffit. On est reparti plus belle. On a eu novembre pour dire ça suffit. Et quelle était la réponse de nos décideurs? C'est de continuer à organiser la route du Rhum. Je ne suis pas sûr que la route du Rhum soit la réponse. Et pendant qu'on parle de Rhum, je discutais avec un ami qui m'a dit qu'on est passé de 32 € à 56 €. Je suppose que le Rhum, il est produit en Ukraine. Bien, Samuel. Oui. Non, c'est vrai ce que je te dis. Oui? Donc je suppose qu'on fait le Rhum en Ukraine aussi. Donc tout augmente, donc tout augmente. Non, mais là, c'est pas une augmentation. Là, c'est quoi? Attends, tu as C'est quoi, là? 32, 56 sous. C'est quoi? C'est une augmentation? Non, mais c'est quoi? Une augmentation, c'est pour verrouiller ton œil, pour que tu puisses pas voir le prix. Mais lorsque tu arrives devant le cube, tu fais... Là, c'est quoi? Mais c'est une attaque. Alors, on n'a pas dit arnaque, donc c'est déjà ça, parce que depuis le début de cette émission, on parle d'arnaque. Non, moi, en je permanence. parle d'arnaque. Non, j'assume Raymond mes parle propos. d'arnaque en permanence. Samuel. C'est vrai qu'on n'est pas arrivé sur encore les propositions, mais je pense que moi, alors quand j'avais pas développé quand j'avais parlé de réinventer notre vie tout à l'heure, c'est vrai que même dans les familles aujourd'hui, on devra, je pense que le covoiturage est en train de prendre. Et ça va peut-être possible bientôt, à moins de s'offrir un parc dans les familles, un parc de voitures électriques. Mais le covoiturage s'impose, puisque malheureusement, on a des types de vie, enfin, où chacun a besoin de son véhicule, parce qu'après, pendant le travail à midi, il y a une vie sociale qui continue. On n'a pas les mêmes horaires, L'organisation du transport. Moi, je pense qu'il faut pointer l'organisation du transport. C'est pour moi, c'est un nœud vraiment qu'il faudra vraiment délier parce que ça fait partie des budgets quand même. Le véhicule, c'est un gros budget mensuel et il faut pouvoir trouver des solutions sur ce plan. Se déplacer convenablement, dans de bonnes conditions. À un prix raisonnable. À un prix raisonnable. Aussi bien pour les seniors. Parce qu'en fait, la vie s'arrête. Même économiquement, on est dans un pays où parfois les activités s'arrêtent parce qu'on arrive au vendredi soir. Ce qui est inadmissible parce que ça veut dire qu'un jeune qui voudrait partir s'amuser à DS, il habite Pointe-à-Pitre, mais il est obligé d'emprunter un véhicule, il est obligé de... Voilà, avec tous les risques d'accident que ça comporte, parce qu'on voit bien que parfois les routes... voilà. Et aujourd'hui, ça appelle quand même une grande responsabilité dans nos politiques, parce que lorsqu'on voit ce qui s'est passé, les inondations, parce qu'on a eu quand même une couche, hein, en plus que le national. Donc il y a eu la pandémie, le national a eu la pandémie, mais il y a eu aussi les inondations qu'on a eues récemment. Vous avez plein de familles. Aujourd'hui, on n'en parle pas. C'est quelque chose on préfère couvrir ça, mais vous avez énormément de familles aujourd'hui qui sont dans la disette, qui sont touchées par ces inondations-là, qui ont tout perdu. Et plus à côté des soignants, et quand je parle des soignants, je dis encore une chose, je veux vraiment dissocier, mais vraiment qu'il y ait une sorte de dichotomie dans mon explication. Quand je parle de soignants, je ne parle pas de problème de vaccination. Je parle tout simplement de quel effet que ça peut avoir sur l'économie, sur le social, quand des personnes ne sont plus en poste, ne gagnent plus un salaire, surtout dans un pays avec autant de chômeurs. Donc c'est sans considérer qu'elles ont eu tort ou raison de faire. Ce n'est pas ça le sujet. Je dis qu'il y a un moment où la solidarité devient urgente. C'est-à-dire, sinon on ne veut pas. Je me souviens une fois, Chirac avait dit que pour éviter les heurts, pour éviter que la société explose, il fallait soigner les associations. Oui. Eh bien, c'est important aujourd'hui, c'est devenu, c'est-à-dire, votre sécurité est au prix de la solidarité. Quand vous allez quelque part, il faut une solidarité.
si vous ne voulez pas que votre sécurité saute. Surtout lorsqu'on... Voilà, si vous voulez pas être menacé dans votre intégrité chez vous, parce que ça va arriver là, enfin, on va le voir bientôt. Donc, c'est vrai que nous sommes quand même les meilleurs, j'espère, dans notre pays. Et lorsqu'on parle souvent au service de l'État, ils ne comprennent pas. Ils pensent qu'on vient toujours grossir. Parce que lorsqu'on parlait, on a souvent cru, nous socioprofessionnels nous étions des représentants d'organisations professionnelles, les gens ont toujours pensé qu'on grossissait un peu les choses et qu'il n'y avait pas à avoir de problème. On n'avait pas vu la crise sociale après, durant la pandémie. Enfin, il y a plein de choses. Alors que nous connaissons notre pays. Et nous savons que les choses prennent une tournure là aujourd'hui qui n'est vraiment pas bonne. On l'a vu même dans le mode, comment les Guadeloupéens ont voté. Enfin, il y a plein de signaux qui montrent que la société guadeloupéenne va mal. Alors, le monde va mal, c'est sûr, mais il y a des pays qui sont avec leur régime dictatoriaux qui imposent un certain nombre de choses. Après, ça fait que ça peut... Mais nous, comme on n'accepte pas en plus les contraintes, donc ça fait que on veut fonctionner comme on a fonctionné avant. Or, c'est plus possible. Même regardez les ministres qui viennent ici. Avant, quand un ministre de l'Outre-mer venait, un premier ministre, il venait toujours avec au moins une petite enveloppe, dire, bon voilà, dans l'industrie, on va injecter ça, ou dans la formation professionnelle. Aujourd'hui, les mecs vous disent, voilà, vous avez une enveloppe, débrouillez-vous. Tout en essayant de dire, on va peut-être essayer de récupérer l'octroi de mer, de gérer l'octroi de mer. Vous voyez, ça. Et pour moi, c'est l'une des choses qui ne doit vraiment pas arriver. Il faut que la collectivité régionale continue à avoir la main sur la gestion de l'octroi de mer. Parce que c'est ce qui fait encore qu'on a quelque part, j'ai envie de dire, un levier économique encore qui fonctionne. Donc ces choses-là, c'est pour ça qu'il faut repenser ces relations avec l'État français. Vraiment que les élus, que nos élus se disent que j'ai vu le président du département sur le terrain. Je pense qu'aujourd'hui, nos deux collectivités font le job, mais parfois elles sont, j'ai envie de dire, limitées par les moyens, parce que ce sont des moyens financiers. On a beau dire ce qu'on veut, mais lorsque vous n'avez pas les moyens financiers, mais forcément les choses vont à volo. Mais en fait, c'est maintenant qu'il va falloir trouver des solutions, pas dans 6 mois. Parce que je ne sais pas comment l'année va se terminer dans de telles circonstances. Parce que quand vous entrez dans un supermarché, que vous voyez que si vous faisiez des courses pour un mois, avec le même montant, c'est des courses pour une semaine, c'est quelque part ça. Imaginez-vous, forcément, ça laisse des enfants, parce que ça crée des problèmes d'enfants mal nourris qui ne vont pas à l'école, ou quand ils vont à l'école, ils vont avec le ventre vide, ou quand ils ne vont pas avec le ventre vide. Vous ne pouvez pas soigner convenablement. Vous ne pouvez pas soigner convenablement. Les gens choisissent entre une paire de lunettes. Qui n'ont pas de loisirs. Voilà. Vous avez même des gens qui... bon, ça a un bon côté, c'est que certains fumeurs ont baissé sur la consommation des cigarettes. Là, aujourd'hui, vous êtes obligé de faire des choix. Et parfois, ce sont des choix au détriment de choses qui sont parfois vitales. Mais on va avoir des explosions d'impayés de rouler avec des véhicules sans assurance. Rouler avec des véhicules sans assurance. Non, mais les impayés de loyer. Oui, les impayés de loyer, ça commence à... Voilà. C'est pour ça que je disais en liminaire de mon propos que c'est une arnaque, parce qu'en fait, nous, ça fait des années qu'on vit comme ça. C'est-à-dire qu'on a toujours pris... alors, il y a une posture chez nous qui consiste à faire belle. C'est-à-dire de ne pas montrer qu'on est dans la misère. Mais ça fait un moment que les gens, on essaie de comprendre pourquoi il y a des envolées d'un pays. Mais je dis, et tu as tout à fait raison Samuel, si vous restez une semaine en Guadeloupe, et que, pas en tant que touriste, hein, en tant que personne qui a décidé de venir vivre en Guadeloupe, vous voyez tout de suite l'état du pays. C'est même pas, je veux dire, il ne faut pas faire Sciences Po pour voir que c'est un pays qui est sous perfusion, que les gens sont tendus. La deuxième chose, et je partage ton analyse, toi tu as mis décembre, moi je mets juillet-août, pour que la structure sociale soit intenable. Juillet-août. Les gens sont tendus. Lorsque tu m'as parlé d'avion, je te dis, moi, je n'ai rien à carrer des gens qui viennent en avion ici, qui restent chez eux. On a des problèmes beaucoup plus importants à régler. Je parlais des Guadeloupéens qui ne peuvent pas prendre l'avion pour partir en vacances. C'est de ça que je te parle. On a des problèmes beaucoup plus importants que ça. Lorsque ça me dit qu'il y a une chose qu'il faut que les gens sachent. En ce moment, les gens sont en train de péter un câble. C'est-à-dire que vous avez des tensions partout dans toutes les structures. Parce qu'effectivement, il y a eu l'obligation vaccinale est passée par là. Oui, ok, c'est un constat. Mais la deuxième chose, c'est que la pandémie était déjà passée avant. C'est-à-dire qu'il y a des gens, de par leur activité qui avait été déclarée non essentielle,
ça avait déjà mis des familles en crise. Il y avait eu une émission faite ici sur cette problématique. Ça veut dire aujourd'hui que le cumul de tout ce qui n'allait pas déjà dans ce pays, plus ce qui a été rajouté avec 24 mois hasardeux de pandémie, et je te rejoins, aujourd'hui, aucun ministre français ne peut venir ici avec un truc. La France est déjà déficitaire pour elle-même. Elle n'arrive pas à s'occuper de sa population, ce n'est pas de nous qu'elle va s'occuper. Donc la réponse... Nous ne faisons pas partie de la population de la France? J'ai envie de faire une satire. J'ai lu cette semaine que le gouvernement avait accepté justement la question de la mixité énergétique. Alors c'est assez intéressant. France, Corse, on finance les panneaux solaires. C'est tout. Est-ce que j'ai répondu à ta question? La mixité énergétique, ça ne nous ressemble pas. Non. C'est pas pourquoi c'est l'ambiance, hein. Moi j'aime bien. Non, mais j'adore lire. Façon, et lorsque je me souviens effectivement que c'est le ministre des Outre-mer, la licorne, lorsqu'il était venu pour dire que la France est une et indivisible, que la loi qui s'applique sur le territoire national s'applique aussi dans les dépendances. Ah ben non. Là, c'est une loi qui est sortie que pour le territoire et pour la Corse. Ça m'a fait sourire et j'ai dit non, je ne veux pas relayer ça sur ma page. Les gens vont encore dire que je suis un empêcheur de tourner en rond. Mais pour finir de répondre à ta question, aujourd'hui, sincèrement, moi, la priorité, c'est comment les enfants vont passer le bac. Ça, c'est une priorité pour moi. Dans quel état sanitaire ils vont passer le bac. Ça, c'est important. Comment les collectivités vont gérer les surcoûts d'approvisionnement pour la fin d'année-là, mais pour septembre. Parce que c'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas de savoir effectivement qu'on va faire la route du Rhum en novembre. Hein. Non. Par contre, si on décide effectivement d'avoir une réflexion sur le transport maritime, je suis partant. Lorsque je disais c'est du détournement des compétences, c'est de ça que je parlais. D'accord. D'accord. Pour moi, ce n'est pas normal que pour les gens du Nord, parce qu'on ira vers un blocage tôt ou tard de Périn en termes de circulation. On ne pourra pas avoir pléthore de voitures. Je pense qu'on est presque arrivé au point de non-retour. Lorsque tu vois que les gens qui sortent de Basse-Terre sont obligés de partir avant 5 h du matin ou 5 h 15 dernier quart pour aller travailler, que tu passes ton temps dans des embouteillages, donc le plein que tu as fait, il s'étiole sur ton trajet, je crois qu'en fait, rien que le fait de comment on vit aujourd'hui, et je suis d'accord avec Samuel, la réponse ne sera pas macro-sociétale, elle sera micro-sociétale. Les gens vont devoir faire des choix. Alors, quels sont les sacrifices? Puisque c'est ça la question. Mais j'en arrive. Quels sont les sacrifices qu'il va falloir faire? On va avoir un pic d'arrêt de travail. De toute manière, humainement, les gens ne seront pas productifs. Ce que les gens n'ont pas calculé, parce que c'est bien beau d'avoir des technocrates, mais il faut qu'ils aient les pieds sur terre. Et ce n'est pas le cas. Toutes ces choses-là étaient prévisibles. Si tant est, les gens s'étaient arrêtés pour pouvoir réfléchir 2 secondes avec leur cerveau et non pas avec des concepts. Toutes ces choses-là étaient prévisibles. Aujourd'hui, l'école de Guadeloupe est malade. Qui s'en soucie? On est dans le politiquement correct, on est en train d'étouffer les choses. Non. Les gamins sont en train de savoir. Puisque si ton parent ne peut pas payer tes études, si ton parent ne peut pas payer la cantine, si ton parent ne peut pas payer le transport, ce sont ces petites choses-là qui grèvent une société. C'est la loi de la double peine. Puisque ça fait 4 ans que nos enfants n'ont pas eu une scolarité digne de ce nom, et personne n'en parle. Alors le premier, on va nous dire, ouais, c'est Irma, c'est des intempéries, on ne gère pas. Ok. Pandémie, on ne gère pas. Sauf qu'avant, on mangeait bien. On avait effectivement des moyens de faire en sorte d'avoir un organisme suffisamment résistant. Parce que les gens ont décompensé après les 2 confinements. Dépression et autres. D'accord? Donc, lorsque vous mettez tout ça dans la balance, lorsque je disais tout à l'heure, c'est une arnaque de parler de crise, on était déjà dans une crise. Mais est-ce qu'on a traité? Non. Est-ce qu'on aura les soignants pour les traiter? Non. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, nous irons du côté du téléphone. Donc,
il va falloir faire des sacrifices. Selon vous, Samuel, ben, comment on peut faire? Ou est-ce que, pas besoin de faire de sacrifices, mais on va pouvoir agir, actionner des leviers qui vont permettre qu'on puisse se sortir de cette situation? Actionner des leviers. Il va falloir que les bailleurs sociaux s'y mettent. C'est un concours de toute la société pour sortir de ce marasme-là. Forcément, ça appelle des politiques publiques beaucoup plus ambitieuses, Oui. beaucoup plus visionnaires, parce que forcément, c'est là que ça prend son sens. La politique publique doit prendre son sens. Et il a raison, Raymond, lorsqu'il dit, lorsqu'on regarde la Guadeloupe, vous regardez la Guadeloupe, c'est un pays qui est entretenu. C'est-à-dire, quand vous regardez le pays, vous arrivez, vous vous rendez compte qu'il y a trop de poches d'insalubrité, qu'il y a trop de choses qui ne fonctionnent pas et qui devraient fonctionner. Je crois que c'est récemment, sur Guadeloupe Première, je crois, qu'on a vu une émission où des jeunes filles, je crois des filles de l'université, se faisaient entretenir par des hommes beaucoup plus âgés. Oui, Voilà. oui. C'est un phénomène qui existe, ça fait un moment que j'en parlais, ça fait environ une dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est sous les yeux de tout le monde. Imaginez-vous un peu ce que c'est comme phénomène. C'est-à-dire où les filles, aujourd'hui, il y en a même qui vous disent que c'est normal. Sugar Daddy. Voilà, Sugar Daddy. Donc, quand vous voyez ça chez vous, vous dites il y a un problème, il y a un malaise. Et on passe, c'est qu'il n'y a rien à voir, tout le monde passe parce qu'on fait semblant de pas. Mais ce sont parfois des enfants, parfois les familles n'ont pas les moyens d'entretenir ces enfants-là qui vont à l'université. Alors que lorsqu'on sait qu'on est en cité universitaire en France et tout ça, mais c'est toute la ville qui est universitaire, il y a une ambiance où vous êtes en sécurité, vous sentez que vous marchez dans une ville où il y a de la sécurité, tout ça, mais c'est pas ça chez nous. Regardez bien quand un enfant sort de Fouillol pour traverser, pour arriver sur la place de la Victoire, combien de quartiers coupe-gauche il traverse. Alors toutes ces choses-là, on pense que ça a des effets sur la personnalité des gens, sur le fonctionnement, sur l'humeur. Ce sont des choses qu'on doit apprendre. Il faut traiter ça. Or, ce n'est pas traité. Ce sont des problématiques qui ne sont pas traitées. Ce n'est pas normal. Une ville universitaire, normalement, doit profiter de lumière, de routes bien carrossables. Pour qu'elle puisse rayonner. Pour qu'elle puisse rayonner. C'est une ville universitaire. C'est une ville qui est universitaire. C'est jamais un morceau de ville. Alors, c'est vrai qu'on a un pays où les SAR, j'ai envie de dire, les SAR devraient s'imposer à tous les présidents de région, même successifs. C'est-à-dire, le SAR devrait être gravé dans le marbre. C'est-à-dire, vous décidez sur 5, 10, 15 ans de voir le pays. Eh bien, vous ne faites pas des morceaux de pays. Vous faites des pays avec de vrais, des zones. Par exemple, vous traitez le Nord Grande Terre, vous traitez la côte sous le vent, mais vous traitez ça de manière... C'est un macro-traitement. Mais il ne faut pas que ce soit des bouts de pays. Et tout ça participe justement au mal-être. J'ai envie de dire, à l'appauvrissement. Lorsqu'un enfant naît dans un cadre, et un enfant évolue dans un cadre, d'une cité mal entretenue, avec des ascenseurs qui ne fonctionnent pas, avec des couloirs qui ne sont pas éclairés, avec forcément, ça agit, ça a un impact psychologique. Enfin, un impact psychologique voilà. Et psychiatrique. Et psychiatrique. Oui. Donc, ces choses-là, qui les traitent? Alors, parfois, j'ai envie de dire, est-ce qu'on fait semblant de... En fait, on vit dans un pays où on feint de ne pas voir beaucoup de choses. Et on a l'impression que lorsqu'on ne les voit pas, elles n'existent pas. Mais... Oui. Donc, alors, on va prendre le téléphone. Peut-être on va entendre ce que... Pas tout de suite le téléphone. Nous marquons juste une courte pause et nous revenons avec des appels. À tout de suite. Voilà, donc nous revenons au sein de cette émission. Nous avons déjà un appel, mais juste pour vous dire qu'Evita est malheureuse parce qu'elle n'a pas pu nous rejoindre ce soir. Elle a été bloquée à Marie-Galante pour des raisons de famille. Donc... elle sera certainement avec nous la semaine prochaine. Et Harry n'est pas dans le département. Pardon? Et Harry n'est pas ici, je crois. Et Harry, oui, voilà. Harry est hors du département, voilà. Donc pour 3 ou 4 semaines. Donc vous n'aurez pas la possibilité de la voir, mais dès qu'il revient, il a dit qu'il reviendra sur ce plateau pour cette émission, que les choses soient dites. Voilà, donc, puisque vous posez certainement des questions par rapport à tout cela. Parce que moi, je peux quitter le département. C'est je suis mêlé. Voilà, donc nous avons déjà un appel de téléspectateurs. Nous le récupérons. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Je suis Nelly. Bonsoir à M. Otto. Bonsoir, et bonsoir Yves-Lise. Bonsoir. Ainsi que M. Damo.
C'est toujours avec un grand plaisir que je prends le temps de vous écouter tous les mardis. Et merci pour cette émission. Et je dirais par rapport au thème de ce soir, en Guadeloupe maintenant, nous vivons, il y a une souffrance, il y a beaucoup de souffrance. J'ai très mal pour mon pays que j'aime bien et je vois que nous avons des responsables politiques qui sont là, qui ne se rendent pas compte de la souffrance que nous vivons. Et je dis c'est dommage. Bon, moi, je suis une classe moyenne, mais je dis ceux qui n'ont rien. Le matin, j'habite Sainte-Anne, je pars. Autrefois, je faisais la route normale. Maintenant, je suis obligée de faire la route, de sortir de Sainte-Anne, de faire les grands fonds, de faire partout. Par semaine, je fais 50 € d'essence. Et le matin, je prends un embouteillage, je refais la même chose tous les jours. Je dis vivement la retraite. Et là, je vois que nos soignants qui souffrent, les soignants suspendus, il y a aussi le problème du Memorial Act qui n'est pas résolu. Hein, des gens qui sont en souffrance. Hein? J'ai quelqu'un qui travaille, j'ai ma fille qui travaille là. Je suis obligée, dans mes deniers, de payer pour elle certaines choses. Elle n'est pas payée. Donc voilà notre situation en Guadeloupe. Des responsables politiques, ils ont un poste, ils ont leur poste, hein? Ils sont présidents du conseil départemental, ils sont présidents du conseil régional, ils sont présidents du Memorial Act, présidents de l'hôpital. Mais où allons-nous? Mais nous avons des gens qui sont compétents, qui peuvent occuper ces postes. Alors, que faisons-nous? Nos jeunes qui partent déjà faire des études en métropole, qui n'arrivent pas à trouver de poste, où allons-nous dans ce pays-là? Alors que nous voyons d'autres personnes qui arrivent, qui occupent des postes importants. Là, maintenant, là, il y a un travail à faire. Je dis que là, nous sommes en pleine difficulté, en pleine crise. Même pour la route du Rhum, on aurait dû attendre. Non. Donc, il y a des subtilités en Guadeloupe. Là, il faut refaire le monde en Guadeloupe. Il y a des essentiels, il y a des gens, ne serait-ce qu'à pour les enfants, les crèches, les écoles, il y a plein de choses à faire. Il faudrait qu'on entend par-ci, par-là, le nom m'échappe. Il y a toujours des assises de ceci, assises de cela. Mais là, il faudrait que nos hommes politiques qui s'assoient et qu'ils fassent un travail. Il faut tourner la page et faire du bon travail pour nos Guadeloupéens, nos enfants. Merci, madame. Merci beaucoup pour cette intervention. Et merci encore pour votre émission. Merci, madame. Voilà donc un témoignage, voilà une souffrance. Alors, quelle solution? On avait abordé déjà cela. Alors, les choix, est-ce qu'on peut dire des choix difficiles, certainement, des sacrifices? Alors, selon vous, si vous réfléchissez un petit peu, si vous analysez la situation, sur quoi il va falloir jouer concrètement? Alors, on a déjà un autre appel, mais concrètement, comment faire? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'on peut donner espoir à cette population? Donc, il va falloir peut-être qu'on aborde cela. Je récupère cet appel et puis je reviens avec vous. Bonsoir, nous vous écoutons. Alors, bonsoir tout le monde sur le plateau. Bonsoir, monsieur. Vous avez des très bons analystes sur ce plateau-là et c'est bien pensé, bien dit. Vous savez, en Guadeloupe, le problème en Guadeloupe, lorsqu'on manifeste, c'est jamais bon. Tout ce qu'on fait n'est jamais bon. Ça ne va pas au goût de tout le monde. Alors, les gens défendent des choses, ils manifestent pour des choses, personne n'aime. Vous voyez, et ça traîne en longueur comme ça.
Et personne ne motive personne à pouvoir changer les choses. Enfin, on reste dans son coin, on mange, on boit, on a une maison, on a une voiture, on fait du semblant, paraître, etc. Et la vie roule, quoi. Mais il n'y a pas une défense guadeloupéenne, vous voyez, guadeloupéenne, dans ce pays. Il y a les hommes politiques qui sont là, peinards, tranquilles. Il y a une nageur qui va entrer, il y aura bien manger, il faut bien, il y aura bien placé, tout le monde bien placé, tranquille, il y aura petit business à eux, et la vie roule, quoi. Et c'est pour cela que les gens ils ont une révolte intérieure. Et le jour où ça va péter, j'espère, un jour ça va péter, pour s'installer des autres qu'à mettre en l'ordre, parce que les choses ne vont pas, il y a beaucoup de semblants, il faut qu'il y ait des vrais penseurs. Maintenant, la politique est engagée actuellement là pour, comment on appelle ça? Les législatives. Les législatives. Les législatives est entamée actuellement. Vous allez voir, c'est les mêmes qui vont raconter leurs bêtises. Et j'espère qu'il va y avoir des personnes correctes, qui peuvent parler à une seule voix pour la Guadeloupe. OK? Et des gens qui pourront éventuellement dire, voilà, nous sommes là pour défendre la Guadeloupe là-bas. Nous ne sommes pas là pour manger des petits fous, faire plaisir aux autres, taper sur le dos, oui, ça va mon frère, bon, tu sais, bon, tu te tiens bien, hein, sinon on te balance tout, hein, ok? C'est une sorte de bisbille, quoi. Mais il faut que nous ayons des vrais politiciens. Il faut que les Guadeloupéens ouvrent leurs yeux pour voter pour des gens valables, pour les gens qui pourront éventuellement nous défendre vraiment. Parce que tout ce qui se passe là, tous ces menaces que y aura dans sa trappe, comme ils ont fait partie de tout le monde bonne là, tout le monde j'ai dit cochon là, il y aura dans le même bonne là. Alors tous ces menaces que y a dans sa trappe, il y aura fait ça, il y aura ça, il y aura fait, et de toute façon, il y a tout mis en casserole, à part actuellement là, à part nous qui aillent loin, quoi. Voilà. C'est ça que j'ai à dire, madame et messieurs. Et il faut que l'état d'esprit des gens change. Il faut que les gens vraiment se révoltent pour quelque chose de positif et ne pas tout le temps dire c'est pas bon, la manière que vous faites n'est pas bon, il faut faire autrement. Non. Si nous avons révolté, c'est pour bon putain, pour changer le pays dans ça. Sinon, nous ne pouvons pas être côté. Merci. Et alors aussi l'affaire du crêpe, parce que moi, j'ai fait le crêpe, c'est vrai. Le crêpe, c'est un grand problème. Il y a une fille qui est en détresse actuellement. Oui, le crêpe, c'est un problème. Il faut que les Guadeloupéens penchent sur ce problème au crêpe actuellement. Voilà. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Voilà donc en termes de solutions, en termes d'avancée sur ce dossier. Est-ce une fatalité? Non. Les deux interventions convergent vers un même point. On est une population qui est en train de régresser socialement depuis un moment, intellectuellement, puisque notre école même a du mal à s'affranchir du marasme ambiant entre fermeture d'école pour insalubrité, fermeture parce qu'effectivement c'est pas aux normes, grève et autres. Et ce que disait Madame en liminaire est intéressant. Il faut aujourd'hui que nous prenions soin de la nouvelle génération, la petite enfance. Que nous mettons vraiment l'accent sur ça, c'est ce que Samuel disait tout à l'heure. Si un enfant naît et grandit dans un milieu qui est insalubre et pathogène, ben ça fait un citoyen qui sera bancal. Donc, il faut qu'on mette l'accent là où il faut. La deuxième chose, c'est que les gens n'ont pas fait attention, mais les seniors et les retraités, d'accord, étaient dans la rue au mois de novembre. Ça veut dire que même les gens qui ont travaillé, qui sont retraités, sont en paupérisation sur ce territoire, c'est-à-dire n'arrivent pas à se soigner parce qu'on a un déficit de spécialistes, ou lorsqu'ils sont présents, vous avez une carte de 6 à 7 mois d'attente, c'est-à-dire que vous avez largement le temps de mourir, d'accord. Donc il y a une vraie réflexion de fond qu'il faut ramener pour que déjà les petits soient pris en charge, puisque on a beau pérorer là-dessus que oui, l'école de Guadeloupe est superbe, c'est faux. On a fait des choix il y a de cela quelques années où nous-mêmes Guadeloupéens, nous avons décidé que nous n'allons pas enseigner dans telle partie de la Guadeloupe, ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque Madame a dit que oui, d'autres personnes entrent, mais c'est normal, la nature a horreur du vide. Hein. Si vous n'occupez pas les places là où elles sont,
pour des raisons de confort, de route, de tout ce que vous voulez, moi, ça ne me dérange pas, mais dans 20 ans, il ne faut pas se plaindre. Donc, la deuxième chose, c'est que on est resté, et tu avais dit ça une fois, j'avais suivi une émission où je n'étais pas là, on est encore sur des schémas passéistes alors qu'on doit être sur des schémas novateurs. Absolument. On doit rompre avec le paradigme dominant de Ibon Consa. Le Ibon Consa nous a donné les inondations. On a les professionnels en Guadeloupe, on a les écologues. Vous aviez reçu ici M. Florer, qui disait en fait qu'il faut qu'on fasse attention. Et je crois que dernièrement, il a encore fait une intervention pour Canal 10 en mettant le doigt sur les risques encourus. Et pourtant, nous continuons à boucher la mangrove, nous continuons à faire un certain nombre de choses. Alors, est-ce que nous avons une malédiction? La réponse est non. Nous n'avons pas de malédiction. Est-ce qu'effectivement, il va falloir que les gens se rendent compte que ce n'est pas pour des raisons individuelles, hein, pour des petits intérêts, parce que pour moi, c'est des petits intérêts. Est-ce qu'il faut qu'on aille vers une crise majeure, ou peut-être que ce soit moi ou Samuel ou toi, on va être des dommages collatéraux, c'est-à-dire qu'un monde qui est excédé et qui tue un monde, peut-être que ce soit nous, hein, ou un politique ou n'importe qui, parce qu'on n'a toujours pas compris que la politique qui voulait que les gens implosent ici, cette génération, elle n'existe plus. La génération qui est là, il faut que quelqu'un paye. Nous partons du côté du téléphone. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Evelyne. Bonsoir messieurs. Bonsoir, monsieur. Vous m'entendez? Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'ai pris l'émission, effectivement. Vous m'entendez? Oui. Bonsoir. Oui, il faut vous éloigner du téléviseur. Donc, je disais que j'ai pris l'émission. Oui, ben je l'ai coupé. D'accord. Donc, Allez-y. je vous disais, effectivement, j'ai pris l'émission en cours. Donc, voilà. Je suis un jeune Guadeloupéen, effectivement. J'entends tous les problèmes qu'il y en a. J'ai entendu une dame qui parlait, effectivement, de l'essence, exactement. Moi, je fais la route tout le temps. Je mets des sondes en voiture. Pendant une semaine, je fais 3 fois le plein parce que je fais le tour de la Guadeloupe. Je travaille en BDP. On a un gros problème, un gros souci, effectivement, en Guadeloupe. Et le monsieur vient d'appeler là aussi, il a entièrement raison. Si on ne se met pas ensemble dans ce pays-là, rien va avancer. Et il sortit d'un meeting qui est intéressant aussi, à pas parce qu'un tel qui a fait des vaillants gens qui dit pas bon. Chaque monde a une mentalité. Il y a une parole en qu'attend des grands qui dit, ne pas tout pour ne pas faire dans les mêmes séries-là. Le problème là, ça n'a pas de problème là que Tala a fait de partie, Tala pas fait, c'est tout le monde c'est Guadeloupéen. Parce que madame a dit une belle parole aussi, si nous sommes des jeunes qui compétents, qui plein de diplômes, nous ne pouvons pas travailler. Et ils n'ont pas fait cette là partie en France. Et le problème, c'est que les étrangers qui viennent ici, place là, qui est ici, là, qu'on va en France, et les étrangers qui viennent place là. Ça, c'est inadmissible que jeunes en nous pas foutu de travail. C'est inadmissible que les petites entreprises au moins capables de gaz. C'est inadmissible que les petites entreprises au moins capables de bouillon. Il faut payer le SAF, il faut payer ci, il faut payer employés là. Là, autant qu'il y a congé payé, il faut une bonne accélération avec vous, mais le patron là, parce qu'effectivement, on dit, jeunes là, que le patron là pas payé, le patron là pas fait ci. Mais pour le patron là payer, déjà, fait le travail, fait l'argent dans l'entreprise là, à pas pour dire pas payer, il t'a porté main-d'œuvre. Problème là, moi, par exemple, si moi, en parlant pour moi, sensibilité à l'État, c'est pour moi, c'est porter main-d'œuvre, porter main-d'œuvre. En parlant pour moi, en passant point, on a commencé à travailler le 9 avril, 47 ans. On a commencé à travailler depuis 14 ans. Et, mais jusqu'à aujourd'hui, je vais pour j'ai attendre. Mais, là où il était gardé, pourquoi vous voyez l'argent qui a débloqué par aussi, l'argent qui a débloqué par ça pour les grosses entreprises, mais quelqu'un bénéficie toujours de ça, toujours les mêmes. En gros, en tête d'accord pour ces politiciens-là. Pourquoi voyez vous chaque fois voter pour moi, à Kéba aussi, à Kéfessi, ils vont t'en mettre
Ni problème en Guadeloupe, ou pas tant bon monde capable, ou pas tant bon politique. J'en dis, je vais aller à l'élection qui arrive, ou pas tant ni un peu levé. C'est possible que c'est pour mes manioc, je trouve un côté que il pourrait manger, eh bien c'est pour ça que ces politiciens qui ont fonctionné. Aujourd'hui là, en nous mettre nous, mais dans la main, porter manœuvre au pays d'avancer. À part moun, à part étranger qui fait avancer, c'est nous, c'est en nous. On va changer en terre la rue là aussi, on m'a mal tapé la Guadeloupe, c'est en nous. Et bien, si j'autre là pour nous faire voir la Guadeloupe, c'est en nous. Parce que la Guadeloupe n'a pas tant les autres, c'est en nous, c'est lui qui a porté manœuvre. Là, il y a des problèmes ici. C'est mon qui est là, c'est mon, on va passer tout le temps, c'est pour dire arrêter. On va voir tous les jours, c'est mon, ça va prendre la peine de voir c'est mon qui est en plein éclabousse. On va dire chapeau, c'est mon qui est en bas là, à l'hôpital là, chapeau pour eux. Ils n'ont pas touché 5 centimes, mais ils ont pas gommé, ils là. Et c'est ça. Dernier but en cas et on a toujours dit ça en cas de émission là, je veux dire de tout le temps, à part monde qui aimait parler, genre là, en tout cas, encore, nous en souffrance. En cas de dernier but, en cas c'est bâtiment qui a travaillé, en cas fait les va-et-vient Maïla. Ici, dans pour rien. Ça qui pas connaître, il y a le monde pas connaître, il y a pas de dire ça pas comment chercher. Les Marie Galantais, ils ont en misère. On a répété ça, ils ont en misère. Pourquoi ils ont en misère? C'est qu'on n'a pas de subvention. Donc ça qui n'a pas fonctionné. Là où vous voyez, on fait avec les moyens des bords. Et donc ça, quand ça veut dire on fait avec les moyens des bords, eh bien, ils n'ont pas porté mon entre eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas dit pour le monde qui a aidé. Et pourtant, il y a des politiciens qui ont aidé. Et c'est là, si vous avez une télé là, vous savez très bien de qui il a parlé. En cas de les bateaux, vous avez descendu. Ça a eu un meilleur, il y a fait plaisir à eux, ils savent très bien qu'il y a une mise en galante. Et on va dire encore, Yves, merci pour l'émission qu'on va faire là. Merci encore pour faire Guadeloupéens comprendre parce que ni télé, ni en Guadeloupe, ça on va faire là, il n'y a pas fait. Et c'est grâce à Canal 10 qu'il y a un lobby qui a fait. Il y a un dernier butin, en vrai, en beaucoup de cas pour nous, de faire l'anniversaire. Et en tristesse parce que son beaucoup de pour la Guadeloupe, c'est Ibo Simon. Et là, dernier parole en cas dit, et en cas de poser côté là, les Ibo Simon qui a travaillé à Canal 10. Est-ce qu'on va changer les Ibo Simon qui a parlé? Tout ça, il a fait dans 10 jours là. Il peut dire, il a été des xénophobes, il a été de toute la vie de l'État. À mon entendant, salut. Bonne soirée. Merci, monsieur. Merci, monsieur. J'ai eu à, effectivement, non pas à travailler pendant qu'Ibo Simon était là, puisque quand il est parti, je suis arrivée après. Mais tous les Guadeloupéens ont eu à écouter Ibo Simon, à entendre ce qu'il disait. Moi, je me rappelle que déjà au lycée, et peut-être que Samuel aussi, on parlait d'Ibo Simon, on discutait entre nous d'Ibo Simon, de ce qu'il racontait. Alors, il y avait des pour, des contre, bien sûr, mais nous avons eu à discuter et je pense que tous les Guadeloupéens, en tout cas ceux de notre génération, connaissent bien le discours qui était tenu par Ibo Simon. Voilà, donc nous avons un autre appel, nous récupérons et ensuite nous ferons un tour de plateau avec vous et puis peut-être que nous essaierons de synthétiser un petit peu et de dire aux Guadeloupéens ce que vous pensez de la suite et ce qu'il faut éventuellement mettre en place pour pouvoir éviter, on va dire, la souffrance extrême ici en Guadeloupe. Voilà, nous partons du côté du téléphone. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bon, voilà, bonsoir pour tout le monde. Bonsoir. Il se trouve que, bon, quand l'émission là, est très bien. Bon, on s'est voulu dire, de toute façon, d'une autre, tant que la Guadeloupe, ces politiciens-là, ces financiers-là, intellectuels, va mettre ensemble pour faire un bon plan de développement pour la Guadeloupe. Parce que tous ces bidasses-là, si on n'a pas mis ensemble, pas un bon plan de développement pour la Guadeloupe. C'est ou bien ça, ou bien pour nous changer de statut. Je ne peux pas dire qu'en Guadeloupe, bloqué tout le temps avant l'embouteillage. Sachant que c'est une train qui est sorti de Tapit. Il est arrivé juste en Bertrand. Ouais. Si on arrive à remettre un titre comme ça, Ketini travaille pour nous, mais pas pour un an, qu'il travaille pour tout le temps, parce qu'il y a au moins 50 personnes qui travaillent à son minimum.
Après, on peut même prolonger si la base fait même vite, parce que technologiquement, maintenant, on peut faire ça, même si les montagnes peuvent faire ça. Mais dès qu'arrivé qu'à passer. Oui, dès qu'il a fait ça, donc on peut prolonger. Ensuite, nous tenons en machine qui a fait électricité sur bouillante, je crois. Oui, géothermie, oui. Voilà. Vite là, ça. Pourquoi il n'y a pas augmenter la capacité pour nous essayer de vendre l'électricité dans les Caraïbes? Je ne sais pas si c'est possible ça, hein, mais toutes des choses comme ça. Il faut faire un plan avec des financiers, nos intellectuels et la politique, parce qu'il est obligé d'être là-dedans. Mais tant que nous pas fait ça, nous pouvons parler pendant 100 ans, problème de l'eau, nous les gens résoudre. Ailleurs, quelqu'un résoudre aux Antilles. Nous appelons à être un pays touristique. Il y a un but qui est très simple. Il y a qu'à subventionner bananes et cannes. La France, il va commencer bon avec eux parce que l'Europe parle de l'argent tout le temps pour ça. Il est obligé de vous pour ça. Si c'est touriste pour nous faire, trouver une façon pour nous faire touriste. Parce que ces touristes-là même, là, ils viennent en faire, ils vont venir des fois. Parce que la Guadeloupe belle. Mais si c'est mon nom, pas qu'à de quoi. Quand tu as fermé, grand bonnet, ou j'envoie ça dans n'importe quel pays asiatique, ces villes-là, on fait 24 heures sur 24, pour que mon a laissé l'argent. Pourquoi il y a pas là à présent, à 6 heures, soit pas les bons monde. Pourquoi il y a pas les bons monde. Pourquoi il y a pas une ville qui a actif, qui a fait mon dépenser l'argent Guadeloupe. Et on ne peut pas demander de cela. Nous, ces Guadeloupéens, il faut nous être sérieux. Encore répéter pour un dernier fois, tant que nous avons l'argent, les intellectuels, et avec les politiciens, bah, mettre ça en bon plan de développement. Amener ça pour je ne sais pas qui de droit en métropole et dire qu'on va essayer de prendre ça. Et là, on pourra faire quelque chose. Mais après, c'est comme si on va passer en bobo, sachant qu'il n'est jamais guéri. Allez, merci. Merci beaucoup, monsieur, pour cette intervention. Et ça sera le dernier appel, puisque certains d'entre vous veulent vraiment partir du côté de Pointe-à-Pitre pour soutenir la famille de Jean-Louis Liparo, qui nous a quittés et qui est actuellement exposé à Pointe-à-Pitre. Voilà donc le dernier appel et un tour. Il y a un dernier appel Non, nous avons... Ah, d'accord. Nous avons un appel, mais... Je voudrais réagir sur ce que M. vient de dire. Il est vraiment... Alors, rapidement... Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Il faut un plan de développement dans ce pays-là. Il faut qu'on soit sérieux, puisque un pays ne peut pas fonctionner lorsque vous avez en permanence des embouteillages qui bloquent. C'est un problème qui est pas... C'est un problème de transport, mais c'est un problème qui est un problème d'économie également. Et après, ça devient même un problème social. Vous ne pouvez pas aller chercher vos enfants. Enfin, on ne peut pas assurer... Dans ce pays-là, on ne peut plus continuer à fonctionner comme cela. Et quand vos routes sont aussi saturées, on ne peut pas parler de développement économique avec des routes saturées. C'est ça qu'il faut comprendre. Le transport, ce n'est pas quelque chose d'accessoire. Ça fait partie vraiment de la vie des individus, se déplacer. Ne pas être empêché. Maintenant, vous devez, à chaque fois que vous partez quelque part, si vous partez, que vous partez de la Côte-sous-le-Vent à Sainte-Rose, à tout ce que vous voulez, mais vous devez prévoir 2 heures pour arriver à Pointe-à-Pitre. Ce n'est pas possible. Donc, il faut... Alors, il y a une chose aussi que les Guadeloupéens doivent comprendre, et on a parlé d'Ibo, mais je vais rapidement fermer la parenthèse. Il faut qu'on prenne ici l'habitude, même si on n'est pas d'accord avec les arguments de quelqu'un, on ne déteste pas la personne pour autant. On peut combattre ses idées. Et le problème des Européens, c'est qu'ils cessent de... Vous avez presque... Aujourd'hui, c'est la grande mode, c'est presque des fatwas. Vous avez des gens, je ne sais pas comment ils se sont autoproclamés plus Guadeloupéens que d'autres, mais si vous dites quelque chose et que ça ne va pas dans leur sens, mais tout de suite, vous n'êtes pas un Guadeloupéen, il ne faut pas... Donc, tout ça, ça participe justement, ça fait qu'un pays ne peut pas avancer comme ça. Lorsque les gens ne peuvent pas entendre la vérité doit être dite. Lorsque les gens... On a nos défauts, on a nos qualités, mais lorsque les gens vous combattent, non pas pour vos idées, mais pour votre personne, il y a un problème. C'est là que en fait, je veux dire... L'ostracisme. Et on s'y installe lentement actuellement. Donc, ça, plus les problèmes socio-économiques, on ne peut pas avoir un pays qui se porte bien. Il y a aujourd'hui des gens qui ont peur de s'exprimer pour pas être pris à partie. Mais la plus grande partie des Européens a peur de s'exprimer. Voilà. La grande partie des Européens a peur de s'exprimer puisque vous ne savez pas quelle sauce vous allez manger, comment vous allez trouver votre voiture quand vous sortez, comment vous allez... c'est ça le problème. Alors, il y en a... Nous, on le fait parce que je pense que nous sommes des sacrifiés. On a décidé de le faire, quel que soit ce que les gens pensent. C'est pas notre sujet, quoi. Mais je veux dire, ça commence par ça. Respecter les opinions des autres. Moi, je veux combattre l'opinion de quelqu'un. Il peut s'asseoir à mes côtés, on peut discuter, on peut échanger. On peut ne pas être d'accord à la fin puisque ce n'est pas le but.
l'objectif d'être, voilà. Toujours Mais- d'accord. Toujours d'accord, C'est- mais on ne se déteste pas pour autant, d'accord. Donc, ça fait partie aussi des choses qu'on doit régler chez nous, je pense. Alors, nous prenons un dernier appel. Il y a beaucoup d'appels. Malheureusement, ça sera le dernier appel. Et puis, vous qui n'avez pas pu nous appeler, mais écoutez, mardi prochain, il y aura une autre émission que les choses soient dites. Donc, vous pourrez vous préparer et préparer vos appels puisque ce sera un sujet tout aussi intéressant. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonjour, je suis de Rodrigue de Barthélemy. Bonsoir. C'est pas mon nom de famille, hein. J'habite à Barthélemy, Montréal. Alors, D'accord. bonsoir. Alors, je félicite M. Poto et son collègue qui est juste à côté. Monsieur Damo. Lorsqu'il explique comment les routes sont mauvaises et comment les voitures s'abîment et comment les mécaniciens travaillent au niveau économique, tout fonctionne très très bien. Pour moi, le souci, c'est que lorsque nous, Guadeloupéens, on dit qu'il faut que les politiciens se tiennent par la main pour s'écouter. Non, ils se tiennent par la main pour pouvoir payer leurs jetons. Parce que chaque fois qu'une voiture s'abîme, ce sont des taxes que l'on paie. Et ces taxes-là permettent, chaque fois qu'ils vont dans une réunion, de payer leurs jetons. Excusez-moi, hein, parce que pour une fois, j'ai l'occasion, je profite. Ça, c'est un premier truc. Le deuxième truc, lorsqu'on parle d'embouteillage sur la montagne, sur Boussier, sur Bastien, Sainte-Marie, c'est encore le même souci. S'ils voulaient mettre vraiment des transports communs, ils auraient mis des transports communs. Mais chaque fois qu'on prend une voiture, on dépense de l'argent. C'est encore des jetons qu'on donne à ces gens-là. C'est des jetons. Donc, on paie des taxes. Si je prends un exemple concret, une voiture sur la route, ça représente à peu près 5 mètres. Un transport commun qui a 50 places, ça représente 50 voitures. 50 voitures multipliées par... Ça fait un nombre de mètres. S'il y a 2 voitures comme ça fait 100 mètres. 100 mètres divisé par 5, ça fait 50 voitures. Vous comprenez le truc? 50 voitures sur la route qui font le plein tous les jours, qui s'abîment dans les nids de poules, qui s'abîment partout. Enfin, ça fait tourner l'économie. Mais ça fait encore des jetons. Donc, les politiciens, ils se tiennent par la main on dit qu'il faut... Non, ils se tiennent par la main pour faire rentrer des jetons, pour se payer. Merci. C'est fini. Merci, monsieur. Claire, Voilà. net, propre. Voilà, nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission. Donc, nous ferons un tour de plateau avec vous et je débuterai avec Samuel. Donc, quels sont les sacrifices, selon vous, qu'il faudrait faire pour justement pallier à cette baisse du pouvoir d'achat? Ou quelles sont les solutions? J'ai envie de dire, le premier sacrifice, c'est de couper dans les choses pas vitales. Forcément, il y a Comme des Non quoi? essentiel. non Comme essentiels. Si quelqu'un fume déjà la cigarette, ce serait bien. Forcément. Je n'ai pas l'intention d'enlever mon homme. Non, pas du tout. Merci. On peut couper aussi parce qu'il y a les loisirs, donc vous êtes obligé de faire des choix. De toute manière, vous serez obligé de le faire. C'est même pas un choix. On a besoin de loisirs, sinon on explose. On a besoin de loisirs, mais On a oui, besoin de loisirs. mais c'est sûr qu'on a besoin de loisirs, surtout après cette période de confinement. Oui. Mais forcément, on est obligé de couper, parce que sinon on s'endette. Et je me souviens, lors d'une réunion, le responsable des entreprises, enfin le responsable des affaires économiques au niveau de la préfecture, m'avait bien dit qu'il était conscient que les loyers des entreprises, les loyers professionnels étaient trop chers. Mais c'est un phénomène ici, les loyers sont trop chers, exorbitants. Et il faudrait de temps en temps faire ce qu'on appelle, j'ai envie de dire, une évaluation des politiques publiques. En Guadeloupe, vous venez, vous êtes des socioprofessionnels, vous mettez sur la table un certain nombre de sujets. Le monsieur a parlé tout à l'heure des petites entreprises. Les TPE ont de vrais problèmes, des problèmes de trésorerie, des problèmes de plein des temps. Mais vous en parlez, mais vous l'écrivez. Vous pensez que vous allez être entendu par quelqu'un. Personne ne prend... donc, le gens, on va en parler comme ça. Et quand on sort de la réunion, tout le monde a oublié. Et à la prochaine crise. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les entreprises... On a eu un train en Guadeloupe, un train de dispositifs, les rapports, les Fragouna, les Moussa, mais on n'a jamais les plans Corail et tout ça. On n'a jamais réussi à consolider l'entreprise locale, la TPE. Moi, j'ai posé la question une fois. Je voulais savoir que représentent les dettes des TPE
dans les livres de la CGSS. Je n'ai pas eu la réponse alors que c'est quelque chose de public. Mais c'était pourquoi? C'est pour essayer de savoir, par rapport aux cadeaux qu'on fait aux grosses multinationales parfois en métropole sur ces choses-là, qu'était-il possible de faire pour les entreprises locales? Donc, absolument. Donc, finalement, je n'ai pas de réponse sur ce sujet-là. Mais il me semble qu'il est important, parce que ce sont les entreprises aujourd'hui qui embauchent les collectivités. Voilà, c'est 80% du tissu économique, c'est 80% de l'emploi. Donc, si on ne trouve pas aussi de vraies solutions pour cela, mais il faut savoir que tout est interconnecté. La politique, le social, l'économique, tout est interconnecté. Et forcément, toutes ces choses-là agissent sur le psychisme des gens, sur l'humeur des gens et tout ça. Et vous voyez, aujourd'hui, on vivait dans un pays, on avait l'habitude de voir les gens sourire et rire. On est presque arrivé au stade de la métropole aujourd'hui, la France métropolitaine, où les gens sont un peu gris. On les voit un peu légèrement gris tous les jours. Les gens ne rient plus, les gens ne se supportent plus, parce que justement, c'est un tout. Et c'est tout cela, c'est cet ensemble-là qui va mal. Donc, c'est vrai que je disais que nos politiques doivent s'asseoir avec des socioprofessionnels, avec des intellectuels du pays. Tout le monde doit réfléchir. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui s'arrogent le droit de réflexion en Guadeloupe. Oui. C'est eux et pas d'autres. J'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça dans ce pays où les gens disaient, alors voilà une catégorie de gens qui doit parler, pas cette... Tout le monde. Tous les acteurs, tous les gens qui agissent sur l'économie, qui agissent sur le social, tous les acteurs de ce pays-là doivent s'impliquer et doivent se dire qu'on a un pays... Encore faudrait-il accepter, et je dirais même plus, regarder l'autre d'une autre manière, mais accepter aussi les propos des uns et des autres. Absolument. Alors, ça devient un problème. Si on ne peut pas s'exprimer ou avancer ses idées, ben, il sera quand même difficile d'essayer de trouver des solutions et de s'en sortir. La difficulté de notre société, c'est que nous sommes arrivés à un tel niveau d'assimilation. Alors, même si là, les gens vont devenir verts de rage, je m'en cogne. Le Guadeloupéen, là, qui se targue d'aimer la Guadeloupe, il est assimilé à un point qui n'arrive même pas à accepter le sens commun qui est souvent mis en œuvre tous les jours par les personnes qui ne sont pas des intellectuels. Et ça me fait sourire parce que souvent, lorsque vous baladez dans la population, les gens ont des idées qui pourraient effectivement être des éléments de solution. Oui. Et ce que dit Samuel est vrai, c'est-à-dire que lorsqu'ils vont dans des espaces, comme ils ne sont pas escalités, on n'entend pas ce qu'ils disent. Mais je suis désolé, lorsque quelqu'un vous dit qu'il n'a jamais vu un morceau de béton pousser, il faut comprendre ce qu'il entend, on entend par cette métaphore. Lorsque j'ai fait, je crois que c'est ici que j'ai fait la remarque, ou ailleurs dans une rencontre, où 30 ans après, c'est-à-dire lorsque les derniers Mohicans d'agriculteurs sont morts, vous faites un barrage et vous l'inaugurez à Petit-Bourg. Donc ça veut dire que la notion de temps et l'échelle de temps ne correspond pas à une réalité pragmatique. Parce que qui c'est qui va bénéficier de trucs? C'est parce que je connais 5-6 agriculteurs, que je fais un barrage et que je bloque autant de terre. Demain matin, il y a un tremblement de terre. Quelqu'un s'est posé la question. Parce qu'en fait, tout le monde pense que nous, les hommes, nous avons la maîtrise d'œuvre de ce que la nature nous a rappelé qu'on n'a pas voulu respecter les bassins versants. Nous construisons tout partout. D'accord? On a mis des routes partout sans tenir compte, effectivement, des zones inondables. Parce qu'on savait construire en zone inondable. Mais la nature, de manière ponctuelle, te rappelle qu'en fait, l'homme n'aura jamais le dessus sur le lieu qu'il accueille. Donc, il pourra toujours penser qu'il peut scier la branche, mais la nature te rappelle que c'est moi qui fais la branche. En clair, dans cette émission que tu as proposée, qui pour moi était un coup d'essai, de réfléchir sur comment sortir de cette crise. Mais ça veut dire, en fait, les premiers éléments qu'on doit d'abord poser, Samuel l'a dit avec ses mots, c'est d'abord de sauver cette population. Les gens sont arrivés à un niveau d'anxiété qu'il nous faudra vraiment travailler dessus. Parce que tous les jours, moi je fais la route Petit Canal Bassière, tous les jours, je vois des histoires ahurissantes dans les ronds-points, des choses qui ordinairement pourraient régler. Mais j'ai vu une voiture vouloir couper la priorité d'un bus. Je ne sais pas si vous imaginez c'est quoi un bus. Non.
Et je rigolais à mon fort intérieur en disant, soit l'automobiliste n'a pas vraiment vu que c'est un bus, mais tu ne donnes pas un serrage à un bus dans un rond-point. Donc, on est dans un truc où les gens s'arc-boutent en riva avant de passer. Donc, il faut qu'on fasse attention à ça. Oui, mais j'entends bien. La pression sociale est telle... mais on pourrait continuer encore longtemps. Il y a une pression sociale, certes, mais est-ce que on arrive à faire en sorte que les gens se sentent mieux quand on voit qu'on tape sur les gens tous les jours, quand on voit aussi ce qui circule sur les réseaux sociaux sur les uns et les autres? Est-ce qu'on apprend à aimer l'autre? Ou est-ce qu'on lui dit que l'autre... Pour moi, c'est vraiment secondaire. Alors. Parce que quand tous les jours, vous entendez des choses concernant les gens, ils ne sont pas bons, ils ne sont pas ci, ils ne sont pas ça, tous les jours, vous vous gargarisez de ce genre de choses, comment on peut être serein? Madame Ouassé. Comment on peut aborder les choses? Définitivement cette comment question on peut aborder les choses? De la représentation. Si moi, je sais, je pars toujours de ce principe, c'est une règle de vie chez moi. Je ne vais pas dans un domaine dont je n'ai pas la maîtrise. À partir du moment où vous vous lancez dans la gestion de quelque chose dont vous n'avez pas la maîtrise, il faut vous attendre effectivement à ce que ça vous tombe dessus. Peut-être qu'il faudrait effectivement qu'on apprenne l'humilité. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'en fait, aujourd'hui... Et c'est pour ça que quelquefois je souffle le chaud et le froid sur les politiques en disant, ils ont la possibilité, lors de la prochaine élection, de dire, bon, tout le monde va en cracouillon, ben reste à Gazan. Non, ils poussent le vice. Et à partir du moment où on pousse le vice, on accepte aussi de se faire taper dessus. Je suis désolé, les politiques publiques dont on parlait tout à l'heure sont hyper complexes. Même lorsque vous avez déjà fait des études. Alors imaginez, lorsque vous n'en avez pas fait, vous êtes à la ramasse. Malheureusement, on aurait pu continuer encore longtemps. Il y aura certainement un autre volet qui sera certainement abordé sous une autre forme. Mais aujourd'hui, ce soir, on peut dire aux Guadeloupéens qu'il y a de l'espoir. Économie solidaire. Il faut se serrer les coudes. Il faut parler solidarité un petit peu plus. Pas solidarité, économie solidaire et circulaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on revienne sur les 7 mains. Il a un régime de bananes. Au lieu de laisser gâter les oiseaux manger, on recommence à mettre en place des mécanismes de substitution, puisqu'on voit qu'on est arrivé aux limites des solidarités organiques. L'État et ses substituts ne peuvent plus nous aider. Je dis là, il y a une expression, et je salue Pierre-Yves, il comprendra de quoi on parlait. C'était à l'époque où on avait fait une conférence au Gosier sur l'économie circulaire et solidaire. Et il avait dit cette phrase à des directeurs et des présidents d'associations. Il avait dit cette chose-là il y a une dizaine d'années. L'État n'a plus les moyens de sa politique. Pour chaque bougot, réduire ses calailles. Il avait dit ça aux présidents d'associations qui n'ont pas compris, qu'ils ont continué effectivement à penser qu'ils peuvent être déficitaires et qu'on va récupérer. Aujourd'hui, on en parlait en off, on a beaucoup d'associations qui sont en difficulté financièrement parce qu'effectivement, ils se sont inscrits dans la gabugerie et pas dans la rigueur de gestion. Donc, lorsque Pierre-Yves disait ça, il y a 10 ans, c'était à l'époque l'OIH qui avait organisé l'Observatoire des handicapés et inadaptation, et il avait dit cette phrase à texto, il a dit en créole pour que les gens puissent comprendre. L'État n'a plus les moyens de sa politique, donc par conséquent, chaque bougot réduit ses calailles. Voilà, c'est ça le message de ce soir. Alors, un dernier mot peut-être. Juste un mot pour ne pas oublier, c'est important. Ça va être une affaire à suivre. Ce fameux, le dernier écran vert qui reste dans la zone et aujourd'hui qui est menacé d'être bétonné, là aussi, c'est une vision du pays à avoir, puisque le CAU a travaillé, a donné un rapport sur ça aujourd'hui. Je vois que nous sommes en passe de prendre une mauvaise décision. Alors ces choses-là, je pense que je ne sais pas s'il y a des enquêtes qui ont été faites, si on a consulté la population, mais à partir du moment où le CAUE, qui est quand même un organe qui connaît très très bien, ce sont des techniciens dans cet art-là. Je trouve que c'est un conseil de l'urbanisme. Voilà, alors on parle d'où? On parle du jardin d'essai. D'accord. Le projet sur le jardin d'essai. Donc je crois que c'est un projet qu'il faudra suivre. J'ai un ami, Richard Victor Saint-Sidi, qui en parle, il en a fait son combat. Donc je profite effectivement. Ça fait un moment qu'ils essaient de bétonner ça. Voilà. Donc je profite effectivement pour faire passer ce message-là. Je pense que ça devra faire l'objet d'un débat, puisque c'est quand même assez important. Ce sont des espaces qui restent, ce sont les derniers espaces. On n'a pas d'espace vert comme celui-là. Avant, je crois,
le Nord Grande Terre. Donc c'est important dans une agglomération de préserver ces espaces-là. Surtout lorsque mondialement, on est dans la dynamique de végétalisation. De végétalisation de l'espace. Alors ça veut dire qu'on détruirait ça et demain on va faire venir des arbres, je ne sais pas d'où, pour replanter. Enfin, on marche vraiment sur la tête. Donc parfois ce pays-là, il faut le réfléchir autrement que d'être dans des concepts, comme tu as dit, qui sont dépassés, éculés, tout simplement. Merci. Et juste une chose. Dernière chose. Dans ce que tu dis, Samuel, Jarry, on y est dedans et on veut effectivement refermer Jarry, sa mangrove. Donc ça veut dire que toute la végétation risque d'être perturbée par ça. Tout ça pour faire rentrer des gens sur une zone humide. Il faut qu'on s'interroge aussi sur les erreurs du passé qu'on veut toujours reproduire au motif de quelques piécettes qu'on nous lâche. Merci à vous, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous suivre tous les mardis. Nous nous retrouverons donc avec un autre thème, avec nos invités, et puis avec vous, bien sûr, à partir du téléphone. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de soirée.